Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Heureux d'être en ligne avec Monsieur Gilles Parnot. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sera du pluriel, une émission qui est transmise en direct de la ville de Lyon. Ma première question, si vous le permettez, comment vous interprétez-vous l'offensive des populistes en Europe, appuyée par des étrangers, notamment le célèbre Monsieur Bannon? Oui, donc on voit bien que l'Europe est dans un désamour vis-à-vis des Européennes et des Européens. Et ça depuis une décennie. Il y a un certain nombre de politiques qui ont été menées, politiques par trop libérales en matière économique, qui font que on a parfois l'impression d'avoir une Europe par trop technocratique. Donc notre objectif est de changer cette Europe. De changer cette Europe et de faire en sorte que nous puissions aller vers une Europe plus sociale et une Europe où l'équité fiscale sera aussi au rendez-vous. Une harmonisation fiscale, notamment à l'échelle de la zone euro. Et donc, quand on regarde la situation sociale dans bon nombre de nos pays européens ces dernières années, on voit bien que le populisme, sa droite, a progressé sur un triptyque qui est toujours le même, que l'on soit au nord de l'Europe ou au sud de l'Europe, un triptyque qui est un discours anti-européen, un discours anti-immigré et un discours malheureusement anti-musulman. On l'a vu dans les élections encore récemment en Finlande, mais aussi en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, avec la présence de la candidate d'extrême droite au second tour de la dernière élection présidentielle, mais également en Autriche, mais également en Allemagne, avec une poussée du parti d'extrême droite aux dernières élections, et puis enfin en Italie, où là l'extrême droite est dans une coalition au pouvoir. Et c'est vrai aussi, malheureusement, un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe. Je pense à la Hongrie, à la Pologne, à la Slovaquie, où dans ces pays, des leaders de droite nationaliste se sont imposés pour, là encore, avoir un discours qui soit un discours illibéral, notamment donc tourné vers la stigmatisation des immigrés ou de l'étranger, ou de celles et de ceux qui sont dans la religion musulmane. Donc il nous faut, face à cette poussée qui existe depuis une décennie et qui se développe et s'accentue, eh bien, apporter un certain nombre de réponses concrètes. Et il y a, je crois, la nécessité d'améliorer l'image de la religion musulmane en Europe. Et pour cela, il nous faut lutter contre ce que l'on peut appeler l'islam radical, qui aujourd'hui a eu un certain nombre de conséquences qui n'ont pas été perçues comme il le faut par une majorité d'Européennes et d'Européens, et qui ne sont pas non plus perçues favorablement par une grande majorité de citoyens musulmans en Europe. Justement, vous voyez, il y a dans cette lutte contre le populisme
il y a aussi un discours que nous devons avoir, nous qui sommes pour le vivre ensemble et qui sommes favorables à ce qui est bien évidemment une coexistence des religions dans ce vivre ensemble en Europe. Et donc, il faut que l'on puisse aussi faire des propositions concrètes. Et par exemple, moi qui suis, au-delà d'être député, une personnalité politique française, il faut que l'on puisse construire l'islam de France qui est un chantier qui est toujours en cours. Justement, là, ça va être le deuxième volet de cette intervention, si vous le permettez. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à l'Europe. Il faut bien préciser comme quoi, tout simplement, vous êtes un eurodéputé jusqu'à prochaines élections. Apparemment, je crois que vous n'allez pas se représenter, si j'ai bien compris. Non. Voilà. Oui. Et maintenant, donc, vous avez quand même une certaine expérience de voir un petit peu les choses d'une manière avec un peu de recul. Alors, si j'ai bien compris dans votre intervention, le populisme, quelqu'un qui va écouter ce que je viens d'entendre, et un petit peu, il vise les musulmans, en partie. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, ce populisme s'alimente sur un triptyque anti-européen, anti-immigré, et aussi donc anti-musulman. Anti-musulman, parce que le souci qui se pose par rapport à cette idée de anti-musulman, ça nous amène à quelque chose de horrible. Hein. Vous voyez de quoi je parle? Oui, donc c'est pour ça qu'il est important qu'il faut que ce combat est majeur. Et que tous ceux qui sont de religion musulmane sur le territoire européen doivent se mobiliser contre ces partis d'extrême droite parce qu'ils sont mortifères. Et que ce sentiment tel que je viens de décrire ne correspond pas non plus à la réalité. Alors après, donc, il faut qu'on est dans un combat politique. Bien entendu. Un combat politique doit permettre la mobilisation de tout le monde. Or, parfois, on a l'impression que certains sont plutôt dans l'abstention que dans la participation. Si, il y a aussi une prise de conscience chez les musulmans, et notamment les maghrébins. Donc, juste à titre de réel soulèvement intellectuel, suite, surtout après les attentats de 2015. Donc, il y a un réel aussi prise de conscience de ces musulmans. On ne fait rien, le terrain est vide par rapport à ces idées nocturnes, à ces idées graves, hein, qu'on soit clair. Le sentiment anti-musulman sur lequel veut prospérer l'extrême droite européenne, bien évidemment, est lié aux actes terroristes que l'Europe a pu connaître ces dernières années. Bien sûr. Là aussi, il y a de leur part manipulation. Et il était très important que nous puissions nous mobiliser pour dire que la religion musulmane n'a rien à voir avec les actes terroristes comme Daesh, comme on a pu le connaître. Mais tout de même, ce contexte international fait que nous sommes avec un certain nombre de candidats ou de partis politiques partout en Europe qui veulent manipuler les populations. C'est pour eux, cette manipulation, un instrument, un outil pour arriver au pouvoir. Donc il faut que ceux qui ont bien compris qu'il s'agit là d'instrumentalisation et qu'il faut combattre cette instrumentalisation, eh bien évidemment, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser en venant participer à chaque fois aux différents scrutins qui sont organisés. Le 26 mai prochain avec les élections européennes, et ce sera vrai en 2020 avec les élections présidentielles et législatives, en 2021 des régionales et en 2020 avec les élections municipales, en 2021 avec les élections régionales et départementales, et en 2022 les élections présidentielles et Bien entendu. C'est très important. Alors après, donc, faisons attention de ne pas avoir un processus communautariste. Je pense que c'est donner du grain à moudre à ceux qui sont nos adversaires, les populistes. Donc il faut par contre que nous puissions faire en sorte que l'ensemble de celles et de ceux qui sont dans une religion différente que la religion catholique ou israélite, etc., puissent être bien partie prenante de nos élections et de nos listes ou de nos candidatures. Je pense que c'est très très important.
Écoutez, dans ce chapitre-là, parce que simplement, on reparlera par rapport à votre actualité aussi, hein, qui est très importante. Je tiens à le dire à notre auditoire. Il faut bien préciser que vous êtes aussi le président de la Fondation Euromédia, une fondation internationale d'utilité publique reconnue par décret royal belge. Cette fondation œuvre au rapprochement toujours plus étroit des deux rives de la Méditerranée et plus généralement de l'Europe et de l'Afrique. Et puisque vous avez évoqué le sujet de l'islam, vous voyez, si vous acceptez bien faire la transition sur ce dossier, après on reparlera par rapport à la conférence de Marrakech, une conférence qui me tient à cœur à titre personnel. Parce qu'on a organisé un salon ici à Lyon qui s'appelle Savinur, salon de la ville des deux villes de la Méditerranée, avec la participation de Madame la ministre Sharafat Afilal sur un sujet important, l'eau comme factrice déterminante dans le changement climatique avant la COP22. Voilà, juste pour information. Deuxième point qui est de taille, ce que vous avez évoqué concernant l'islam. Tout le monde a suivi, bien entendu, l'évolution de ce dossier depuis 2015. Et nous, on a pris à notre charge à travers cette émission d'étaler ce dossier d'une manière transversale. Quand je parle transversale, il y a les politiques, il y a les théologiens, il y a les laïcs, il y a les laïcards au sens propre du terme, qui ont participé, qui ont donné leur point de vue. Et on est arrivé maintenant à une conférence de presse de M. le Président de la République et qui a sorti avec une déclaration très forte et qui est bien spécifique concernant, bien entendu, l'islam politique. Selon vous, qu'est-ce que c'est l'islam politique? C'est dans un certain nombre de pays que dans le monde où la religion est au cœur d'un instrument de conquête politique ou d'accomplissement de l'acte politique. On voit bien qu'il y a un danger à chaque fois et qui peut être une forme d'interprétation radicale du Coran. En ce qui me concerne, vous savez, je cite beaucoup d'amitié entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Et le Maroc est un élément, un bon exemple d'islam modéré, d'islam juste milieu. Faire en sorte que, ainsi, nous puissions avoir une interprétation du Coran qui soit tolérante, mais qui permette ainsi non pas seulement d'accomplir son parcours religieux de la meilleure façon, mais aussi d'être en adéquation avec les règles du pays dans lequel nous pouvons nous trouver. Je trouve que cet islam de milieu et cet accomplissement de la religion musulmane tel que le prône le commandeur de tous les croyants, Sa Majesté Mohammed, m'apparaît comme étant un bon indicateur pour développer sa pratique religieuse dans des pays européens comme la France. Le roi Mohamed VI a reçu récemment le pape François, donc tout un signe sur un niveau international, soit sur le plan religieux, mais aussi sur l'aspect de vivre ensemble que vous venez de l'évoquer, mais récemment aussi le grand musée de Fès, qui est tout un symbole. Pardon? C'était la semaine dernière. Exactement, c'est tout un symbole par rapport à la communauté juive qui vit en paix dans ce pays. Exactement. Il est très important. On va reprendre l'exemple de la France et de la conférence de presse du président de la République, Emmanuel Macron, qui a rappelé les principes de la République française qui est sur la laïcité et la loi de 1900. Donc il est très important que l'on puisse permettre sur le sol français la coexistence de toutes les religions pacifiques, mais aussi l'accomplissement pour chacun de son acte religieux, mais dans le cadre de règles telles qu'elles sont définies sur le territoire français au sein de la République française. Bien sûr, et ça, je crois que c'est important toujours à rappeler et que chacun a sa place dans son parcours religieux. Sauf que, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, dans cette émission, ils sont presque tous passés, tous les acteurs de l'islam en France. Donc, l'Asfar pour l'UF, Anwar Kbebesh pour, et aussi Ahmed Ogras, M. Hakim El-Karoui, tout le monde a passé, qu'on soit clair, pour participer dans cette émission et pour donner leur vision de la chose. On parle de l'islam politique, mais les frères musulmans
qui a changé de nom maintenant, hein, donc c'est plus l'UEF, hein, comme vous le savez. J'ai eu M. Ammar Sfar dans cette émission qui dit, moi je ne fais pas de la politique. Ça, c'est ses phrases à lui. Et on assiste récemment à un autre événement qui est de taille, hein, comme tout le monde en parle, c'est l'arrivée de ce Conseil mondial des communautés musulmanes à travers le monde, le projet Emirati. Est-ce que cela correspond aussi à une ingérence sur le plan politique des pays sur la gestion de l'islam ou pas, selon vous? C'est pour ça que le président de la République, dans son intervention, a rappelé la vigilance que nous devions avoir sur des financements étrangers en matière de religion musulmane. Donc effectivement, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter et puis également de principes à construire. Et c'est pour ça que je vous indiquais dans un de mes premiers propos que nous avons encore devant nous une construction sereine de l'islam de France. Et apaisée. Permettant ainsi à ce que chacune et chacun appartenant à la religion musulmane et qui est situé sur le territoire français puisse s'y retrouver dans une organisation consensuelle. C'est tout le souhait qu'on le souhaite parce que depuis les attentats de 2015, croyez-moi, le musulman, il devient victime et aussi coupable. Hein. Donc, il y a une ignorance qui était assez importante des Français sur l'islam. Ça, il faut bien le spécifier. Mais maintenant, les gens ont suffisamment de matière pour faire la part des choses. Vous êtes un homme du Nord, monsieur. Vous connaissez la ville de Lille. Il est célèbre avec ses institutions. Il est célèbre par ses hommes aussi qui œuvrent pour pour la promotion de l'islam au Nord, notamment, comme je vous l'ai dit, l'histoire de M. Ammar Sfar par rapport à son institut, je crois que c'est le Ghazali, si je ne me trompe pas. Il y a aussi M. Jaballah, il y a aussi l'Institut Avicenne qui était géré, ou je ne sais pas s'il est encore toujours géré par M. Bchari, M. Mohamed El Bchari. Il n'existe plus. Il n'existe plus? D'accord. Depuis quand il n'existe plus? Je ne sais pas. Mais le lycée Averroès, qui est initié par Ammar Sfar, et qui aujourd'hui donc en contractualisation avec l'État. En tout cas, il y a un dernier point, si vous l'acceptez bien, qu'on l'évoque ensemble, c'est cette conférence de Marrakech. Vous êtes un homme qui tient aussi à tout ce qui est développement durable, tout ce qui est changement climatique. Cette conférence, en tant que telle, qui a été organisée par le Koualma, c'est ça. Qui est une plateforme, c'est une conférence donc, qui a été placée sous le patronage de Sa Majesté Mohamed VI et qui réunissait l'ensemble des experts marocains et du sud de la Méditerranée, tant du continent africain que du nord de la Méditerranée, européen, pour préparer le Forum mondial de l'eau qui va avoir lieu en 2021 à Dakar, au Sénégal. Exactement. Donc, cette conférence avait pour objectif non seulement donc, d'échanger entre experts, mais aussi de tracer des perspectives pour permettre à ce que cette gestion de l'eau soit une politique prioritaire dans la lutte contre le changement climatique et dans la situation du continent africain qui est, rappelons-le, la première victime de ce changement climatique. D'où la création de la fondation Euromeda, Europe, Med Méditerranée à Afrique, permettant cette fondation que j'ai cofondée avec le président Biadila, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, une autre personnalité chef d'entreprise européenne, Madame Berger, ayant dans son conseil d'administration des personnalités marocaines, tunisiennes, sénégalaises, belges, françaises, danoises, polonaises, roumaines, pour permettre, effectivement, sur un certain nombre de sujets, dont celui de la migration, mais également de la lutte contre le changement climatique, des solutions, un outil d'aide à la décision pour les gouvernants, pour permettre, effectivement, de rapprocher ces deux continents, que sont l'Europe et l'Afrique, sur la grande affaire du XXIe siècle, qui est la lutte contre le changement climatique. Et notamment, développer des politiques efficaces en matière d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Et là, au cœur de cette énergie renouvelable et l'hydraulique, nous avons l'eau. C'est donc pour ça que j'ai participé à cette conférence
à Marrakech, au musée de la civilisation de l'Aube. Donc, l'immigration aussi peut être d'origine climatique. Hein, donc, Oui, on voit les bien villes. sûr. Les La villes. désertification que l'on constate dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne est la première cause de la migration de ces pays vers non pas seulement vers l'Europe, mais aussi et surtout entre les pays africains, car c'est les 4/5 des migrations est infra-africaine, pour avoir donc un 5e de migration africaine qui va vers l'Europe. Et aujourd'hui, le Maroc est un pays d'accueil des immigrés, bien sûr. Migration subsaharienne, mais aussi d'émigration. Un certain nombre de jeunes Marocains souhaitent rejoindre l'Europe. Ben, c'est le tremplin entre l'Europe et l'Afrique, et il y a aussi cette politique de barrage qui est... Voilà, exactement. Et donc, ça a été aussi salué au cours de cette conférence, la politique de gestion de l'eau développée par le Maroc depuis longtemps, notamment avec la multiplication des barrages, initiée par feu Hassan II, mais qui, effectivement, donc, est aujourd'hui un exemple pour d'autres pays du continent africain. Exactement. Il faut aussi rappeler que le continent africain va doubler sa population d'ici 2050. Exactement. Quand on parle c'est vrai pour les pays du Maghreb, pour des pays comme l'Égypte ou des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc on est avec la nécessité de gérer l'eau d'une façon beaucoup plus efficace compte tenu de cette démographie que l'on va connaître dans ce 21e siècle. Monsieur Parano, juste une toute dernière question. Je tiens à vous remercier par rapport à votre franchise aussi de parler, mais aussi votre connaissance des dossiers. C'est très important, ça, par rapport à notre auditoire et aussi la qualité de nos intervenants. Vous êtes un fin connaisseur du Maghreb. Vous connaissez, vous êtes connu, tout le monde le dit, et j'aimerais bien que vous le sachiez, vous êtes parmi les premiers au monde qui connaissent le Maghreb dans son ensemble. La situation en Algérie, que vous inspire-t-il après le départ de Bouteflika? Oui, donc concernant le Maghreb, on voit bien que le fait qu'il n'y ait pas parmi les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, d'entente, c'est une perte de près de 2% de produit intérieur brut pour chacun des pays du Maghreb. Donc ça, c'est quand même une perte économique très importante. Et ce qui me concerne, j'aspire à ce qu'il y ait des réponses de la part des autorités algériennes pour que les aspirations du peuple algérien puissent ainsi avoir une réponse positive. C'est le vœu que je formule. Et ensuite, donc, j'espère que nous aurons une ouverture de ce grand pays qui est l'Algérie, pour permettre effectivement de construire ce Maghreb, cette union du Maghreb arabe. Justement, parce que c'est la question, je crois, que vous avez suivie depuis un certain temps, c'est tout l'espoir que nous souhaitons par rapport, surtout, à permettre à nos provinces du Sud d'avoir un développement serein et apaisé. Est-ce que selon vous, le départ d'un grand nombre de personnalités qui soutiennent l'entité Polisario auprès de l'Algérie entraînera à terme la disparition de cette entité? Oui. J'espère que les différentes rondes de négociations à Genève, où tout le monde est autour de la table, sur le Polisario de l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, va aboutir à une solution. Et je rappelle que, comme l'a rappelé le Conseil de sécurité de l'ONU, la solution d'autonomie présentée maintenant quelques années par le Maroc, non seulement crédible et sérieuse, mais aussi une perspective qui m'apparaît comme étant une perspective très positive pour trouver la paix et pour trouver cet accord entre l'ensemble des pays qui sont en négociation. Monsieur Gilles Parnot, l'eurodéputé, merci infiniment par rapport à ces éclaircissements. Et je vous dis à très bientôt, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel.